L'interview de l'ancien Bon Coulibaly, président du mouvement citoyen Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle, diffusée sur ActuPeople.net, aura fait des vagues. Il nous fait l'honneur de nous recevoir à nouveau, histoire de décrypter avec lui l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Et pour parler d'actualité politique, nous allons commencer sur un sujet brûlant, la diffusion de la liste provisoire, donc sur laquelle il n'y a ni le nom du président Laurent Gbagbo, encore moins celui du président Charles Blé Goudé, ou encore celui du président de GPS, Guillaume Soro. Quel est ton commentaire sur l'absence des noms de ces dinosaures, je vais dire ça comme ça, du giron politique ivoirien? Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors déjà, je pense que c'est très grave. Très grave pourquoi? Parce que écarter ces figures emblématiques de la politique ivoirienne, ce n'est pas préparer une élection, c'est préparer une crise. C'est ce que je pense. Je pense que le président Gbagbo Laurent est un ancien président qui a été acquitté au niveau de la Cour pénale internationale, qui a été jugé par contumace en Côte d'Ivoire. Je pense que le président Soro Guillaume est un président qui a une certaine notoriété au niveau du Nord, qui est président donc du GPS. Je pense que le président Charles Blé Goudé, qui est un leader estudiantin, qui a une forte communauté derrière lui, qui est président du COGEP, représente à eux seuls plus de 50% de l'électorat. Donc écarter, n'est-ce pas, ces figures emblématiques de la politique ivoirienne, ce n'est plus préparer une élection, c'est préparer une crise. C'est exactement ce que je pense de cela. Mais en le faisant, la CEI se fonde aussi sur une loi, d'autant plus qu'ils ne jugent plus de leurs droits civiques. Est-ce que la CEI n'est pas à même, en tout cas dans ce sens, est-ce qu'on devrait faire un procès? Là, on est en train de parler d'une loi à géométrie variable. Une loi à géométrie variable, c'est une loi qui n'est pas appliquée avec la même rigueur pour tout le monde. Je pense que ce n'est absolument pas un secret pour tout le monde. On a tous l'impression que la CEI se penche d'un côté du pouvoir, se penche du côté du pouvoir, tout simplement. Quand je reviens en 2025, en 2020, en Côte d'Ivoire, il y a eu une élection en 2020. En 2005, avant 2020, en 2005, le président Alassane Ouattara n'était pas censé être parmi les candidats. Je pense que le président Gbagbo, pour préserver la paix, pour la stabilité dans le pays, malgré toutes les polémiques qu'il y avait sur la nationalité du président Alassane Ouattara, a fait en sorte que ce candidat soit sur la liste électorale, a fait en sorte que ce candidat puisse se présenter. Je pense que la CEI, déjà avant même le président Ouattara, doit faire preuve de bonne foi, tout simplement. En 2020, également. Au-delà de ça, donc pour toi, la solution serait de trouver une solution politique quelque part, que le président, comme on le demande, que le président Alassane Ouattara prenne une loi d'amnistie, et pour le président Laurent Gbagbo et pour je pense que le président Ouattara doit faire une preuve de bonne foi. Écarter, je ne dis pas que le président Ouattara a peur, je ne le dis pas. Ce que je dis, c'est que écarter ces trois figures emblématiques avec une telle notoriété, ce n'est plus une élection qu'on prépare, c'est une crise. Je pense que tout est orchestré pour, on va dire, pour éviter une certaine confrontation. Je ne sais pas si c'est de la peur, mais je pense que le président Ouattara doit effectivement amnistier ces trois figures emblématiques pour qu'on puisse parler de démocratie. C'est exactement ce que je pense. En ce qui concerne la révision de la liste électorale, c'est un sujet qui est très important. Oui. En 2020. Dont parle l'opposition très souvent. En 2020. Ce n'est pas que l'opposition qui en parle. Tout le monde en parle. Je suis leader d'un mouvement citoyen. Les ONG également en parlent. Je pense qu'à la fin de la journée, il est important qu'on soit dans un pays démocratique où il n'y a pas de loi à géométrie variable. Je pense qu'en 2020, la CEI n'a pas eu de mal à réviser la liste électorale. Pourquoi est-ce que la CEI a révisé la liste électorale en 2020 et qu'en 2025, elle ne la révise pas? Alors, déjà en 2020, nous avions une opposition très engagée. Nous avons des institutions internationales très engagées. Mais nous n'avions pas en 2020 des opposants aussi rigoureux,
aussi avec une telle notoriété que le président Gbagbo Laurent, le président Charles Blé Goudé et le président Guillaume Soro. En 2025, qui lui est sur la liste électorale. En 2025, nous avons ces candidats-là qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, à eux seuls représentent plus de 50% de l'électorat. Et donc, je ne dis pas que la CEI essaie de truquer de sorte à mettre de côté l'opposition. Je dis juste que si en 2020, à 3 mois des élections, on a pu réviser la liste électorale et mettre certains acteurs et certains électeurs sur la liste électorale, je pense que nous, en 2025, sommes très loin de ces 3 mois fatidiques. Et donc, en 2025, nous devons également réviser la liste électorale si nous ne sommes pas dans un pays où la loi est à géométrie variable. C'est ce que je pense. Parfait. Nous sommes aujourd'hui le samedi 22 mars 2025. Dans le feu de cette actualité politique, justement, depuis le vendredi 21 mars, le président Alassane Ouattara a quitté la Côte d'Ivoire au moment où, on va dire quelque part, son porte-parole et encore certains mandants au sein du RHDP essaient d'interagir par rapport à cette actualité. Et là, il vient pour un séjour en France. Selon toi, qu'est-ce qu'on devrait attendre de ce séjour? Je pense que ce n'est pas... Tu permets, qu'est-ce qu'on devrait attendre, en tout cas, du séjour du président ivoirien en France? Je pense qu'aujourd'hui, en ce qui concerne les relations entre la Côte d'Ivoire et la France, le séjour du président Ouattara n'a pas d'importance. Là où il y a de l'importance, c'est lorsqu'une journaliste se rend en Côte d'Ivoire et révèle une vérité cachée par la politique ivoirienne, par le pouvoir en place, ça a de l'importance. Lorsque la journaliste parle de migration illégale parfois en Côte d'Ivoire et que la AK décide de sortir un communiqué interpellant France 24, je pense que c'est réellement essayer d'étouffer une vérité. La vérité, c'est que les jeunes en Côte d'Ivoire sont fatigués. La vérité, c'est que les Ivoiriens sont fatigués. La vérité, c'est que en Côte d'Ivoire, il y a véritablement cette ségrégation. Le mot n'est pas trop fort? Non, c'est la description. Mais le mot est trop fort. Il y a véritablement en Côte d'Ivoire le camp des riches. Oui, là ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre, mais ségrégation, c'est un peu trop fort quand même. Non, ce n'est pas un peu fort, c'est la description. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les jeunes décident de partir parce qu'ils sont fatigués à cause du chômage. Il y a un favoritisme qu'il y a. Et je parlais tout à l'heure de loi à géométrie variable. C'est quoi une loi à géométrie variable? Une loi à géométrie variable, c'est lorsque un État décide de favoriser des individus qui sont proches du pouvoir et de négliger ceux-là qui ne sont pas proches du pouvoir. Je prends un exemple très simple pour illustrer cela. Vous et moi, Vergès, nous sommes à un feu rouge. Nous grillons le feu rouge. Vous êtes proche du pouvoir, on ne vous arrête pas. Moi, je ne suis pas proche du pouvoir, on m'arrête, on m'humilie, on me donne une amende. Encore une amende. Que moi, je suis encore une amende. Mais il y a un contrôle qui est fait parce qu'on a grillé, on a commis une infraction. Mais encore une amende. Si on était dans un État sérieux, il y aurait une amende. Mais il y a de la corruption en Côte d'Ivoire, il n'y aura même pas d'amende. J'aurais besoin peut-être de donner un petit billet, n'est-ce pas, aux policiers, comme on le voit tous les jours en Côte d'Ivoire, avec cette corruption qui gangrène la Côte d'Ivoire, pour que le policier puisse s'en aller. C'est un autre sujet dont on va parler. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on constate en Côte d'Ivoire. On constate que le pouvoir en place est réellement pour une certaine communauté, pour une certaine partie de la population, et que l'autre partie est délaissée. En ce qui concerne le travail, combien de jeunes aujourd'hui sortent des universités mais n'ont pas accès à l'emploi? Excuse-moi, tu as autant remonté contre le pouvoir. Combien de jeunes aujourd'hui? C'est une question que je pose. Je ne suis pas remonté contre le pouvoir en place. Je ne suis pas là pour prendre la partie d'une certaine opposition. Je suis là pour dénoncer des faits. Des faits réels que vivent des centaines et des milliers de jeunes en Côte d'Ivoire. Tous ces jeunes qui décident de quitter la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour aller dans des pays comme la France, par exemple, qui quittent les difficultés qu'on vit en Côte d'Ivoire, ces jeunes-là sont juste fatigués. Les entrepreneurs, lorsque le ministre Mamadou Touré parle du secteur privé qui doit réellement être un outil pour sortir la Côte d'Ivoire du chômage, mais ces entrepreneurs sont boycottés. Combien de jeunes entrepreneurs en Côte d'Ivoire ont dû fermer leur entreprise? Combien de jeunes en Côte d'Ivoire ont dû le faire? Le niveau de scolarité en Côte d'Ivoire, aujourd'hui par exemple, combien de jeunes en Côte d'Ivoire, je parle même du secteur de l'éducation, ont obtenu des diplômes par corruption? C'est la vérité. Et ce qui est dommage, c'est qu'on essaie de cacher cette vérité-là. Mais la vérité finit toujours par prendre le dessus. En Côte d'Ivoire, par exemple, pour revenir et pour soutenir la thèse de cette journaliste de France 24, en Côte d'Ivoire, par exemple,
les diplômes, la plupart de certaines personnes ont dû payer pour obtenir des diplômes. Lorsqu'on parle des concours en Côte d'Ivoire, nous tous on le sait, c'est de la corruption et du favoritisme. Tu permets, Lancine, en réalité. C'est vrai que là, on est dans l'élan de l'interview que tu nous as accordé il n'y a pas très longtemps, où vraiment, j'avoue que tu embrasses tous les sujets avec fougue et tu t'exprimes, on l'entend bien, on entend bien. Mais si tu permets, on revient sur le communiqué de la AK. Justement, cet avertissement qui a été adressé à France 24, tout de même, je l'ai lu déjà, ce communiqué qui a été donc signé par Maître Bourgoin, que je connais très bien. Mais je veux dire, ce communiqué, tout de même, lorsqu'on voit le traitement qui n'est pas fait, parce qu'il n'y a pas eu des personnalités de l'État qui ont été interrogées. On voit que dans le documentaire, justement, qui est fait, on voit comment est-ce qu'on va filmer des parties très mesureuses de la Côte d'Ivoire. Est-ce que quelque part, quand même, il n'y a pas une certaine partialité dans le traitement de cette information? Vous insinuez dans vos propos que la France est contre le pouvoir en place et que je n'insinue pas, mais je veux dire dans ce reportage quand même. Dans ce reportage, on voit il n'y a aucun parti pris. On voit la vérité. Même s'il y a certaines vérités, il n'y a aucun parti pris dans ce reportage, on voit la vérité. Dans ce reportage, il a été mentionné par exemple que certains jeunes de Côte d'Ivoire qui quittent la Côte d'Ivoire pour aller par exemple en Europe sont déçus des réalités. Pourquoi? Parce qu'il y a un marketing qui a été mis en place par l'Europe. Ce marketing-là, lorsque par exemple vous allez, je me souviens que j'étais à Paris la semaine passée. À Paris par exemple, lorsqu'on montre Paris à la jeunesse ivoirienne, aux populations africaines, on montre la Tour Eiffel. On ne montre pas ce qu'il y a en bas. Et c'est réellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et ce qui s'est passé, c'est que cette journaliste-là qui a pondu ce reportage, cette journaliste-là, en réalité, a montré les vraies réalités, a montré la vérité. Quand on présente la Côte d'Ivoire, par exemple, on présente le plateau. On ne présente pas Yopougon-Koweït. On ne présente pas Mosikro. On présente rarement Abobo. C'est pour ça que ça a choqué. On ne présente pas Boribana. Et encore, il y a beaucoup. On ne présente même pas l'intérieur du pays. On présente Abidjan. Parce que l'idée, c'est de valoriser. Mais lorsqu'on valorise déjà et qu'on minimise, on va dire, les réalités, les vérités, on prend parti et on est dans une loi à géométrie variable. On essaie de montrer que tout va bien, mais rien ne va en réalité. Mais est-ce à dire que tous les efforts qui sont faits en termes d'infrastructures sociales, en termes d'infrastructures de développement, les nombreux ponts, les nombreuses infrastructures, et je m'étais amusé à les compter, j'en parlais lors de l'interview que nous a accordé le député Diaoufoué, est-ce à dire que tous ces efforts sont insuffisants quelque part? Je ne dis pas que ces efforts sont insuffisants. Ce que je dis, c'est qu'on ne prend pas une dette. Parce que ça encore, c'est des problèmes qui vont réjaillir sur la jeunesse ivoirienne, qui vont réjaillir sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Comment rembourser cette dette? Pendant que nos États prennent des dettes lourdes au niveau de l'international, qui vont avoir du mal à payer. Parce que quand on prend une dette, aussi lourde soit-elle, qui représente plus de 76% du PIB, il faut payer, il faut rembourser ces dettes. Mais il faut également payer les intérêts. Et ces intérêts-là, normalement, sont censés être utilisés. Donc, cet argent qui servira à payer ses dettes, à rembourser ses intérêts, sont censés être utilisés pour développer la Côte d'Ivoire, sans qu'on ait à s'endetter. Lorsqu'on construit un pont à Abidjan, et qu'à Bouaké, à Korogo, à Gagnoa, à Daloa, les établissements sont véritablement un foyer de dépression. Parce que je me suis rendu dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Nous avons lancé une campagne de sensibilisation sur les fléaux de drogue et de grossesse en cours de scolarité dans des établissements, dans tous les établissements publics de Côte d'Ivoire. Dans ces établissements, nous nous sommes rendus, nous avons sensibilisé, implanté des clubs de lutte contre la drogue et des grossesses en cours de scolarité. Donc nous avons fait la majorité des villes de la Côte d'Ivoire avec le mouvement citoyen Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle. Nous avons vu les réalités de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu les réalités des établissements publics. Lorsqu'on fait des ponts, c'est bien, je suis d'accord. On essaie, n'est-ce pas, de montrer que la Côte d'Ivoire envoie des développements, mais on ne construit pas des ponts quand le peuple a faim. On ne construit pas des ponts quand le système éducatif est véritablement aussi bas. Lorsque les professeurs... Pour toi, la solution, ce serait quoi? La solution, ce serait déjà qu'on sorte du franc CFA. Déjà, avant tout. Parce que sortir du franc CFA, avoir notre propre monnaie à nous-mêmes, nous permet de gérer notre économie. Nous permet, par exemple, d'imprimer
le nombre de biais qu'on souhaite, le nombre de biais dont on a besoin, en réalité, pour régler les problèmes. Tu fais une belle transition et si tu me permets, justement, lorsque le président Tidjane Thiam, le président du PDCI, il a été interviewé sur une chaîne de télé récemment, il a développé cette thématique-là et il en parlait quand même avec beaucoup de circoncision. Il n'a pas été aussi directif comme tu l'es là, mais est-ce que le fait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire, le franc CFA soit arrimé au franc français tout de même, dans les échanges commerciaux à l'international, est-ce que quelque part aussi ça peut être un avantage? Ça peut être un avantage, mais ce qu'on essaie de chercher là, c'est une solution. Je pense que c'est une solution que vous m'avez demandé. Et donc, je pense que la solution, pour toi, la solution est radicale. Pays il faut sortir du CFA. Pour la plupart, non, mais ça, c'est véritablement ce qu'il y a à faire. C'est véritablement ce qu'il y a à faire. Pour revenir au discours de la AK, donc au reportage de la AK. Ça, tu le sais à ce point? Non, mais vous savez, pendant une interview, on ne peut pas pleurer. On ne peut pas rire également. Mais ça fait mal ce qui se passe. Ça fait mal quand je vois des milliers de jeunes prendre la Méditerranée. Essayer de fuir la Côte d'Ivoire. Essayer de fuir les difficultés qu'on ne montre pas. Ça fait très mal. Combien de jeunes en Côte d'Ivoire n'ont pas d'emploi? Combien de jeunes en Côte d'Ivoire sont obligés de dealer? Combien d'établissements publics sont foyers de drogue en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce qu'on va dans la drogue? Pourquoi la jeunesse va dans la drogue? Il y a de la dépression. On est fatigué. Et donc ces jeunes-là, n'ayant rien d'autre à faire, parce que pour passer un concours, par exemple, il faut payer. On le sait. On le voit. C'est flagrant et c'est des vérités qu'on ne dit pas. Ces jeunes-là, par exemple, livrés à eux-mêmes, n'ayant pas le choix, décident de quitter la Côte d'Ivoire pour aller à l'étranger. Parce qu'on montre à la télé le plateau, on ne montre pas Yopougon Koweït. On ne montre pas Koweït. Je l'entends. Non, je veux en venir. C'est très important. Parce qu'on en a parlé dans le reportage. Et je veux montrer en réalité les inconvénients de ce flux migratoire qu'il y a. La fuite des cerveaux, en réalité, en Côte d'Ivoire. Elle est en train d'être causée par ce qui se passe, par la fuite des jeunes Ivoiriens, parce qu'ils sont fatigués, tout simplement. Donc, pour éviter la fuite de nos cerveaux, pour éviter la fuite des cerveaux en Côte d'Ivoire, pour limiter, je l'ai dit, je pense qu'on a besoin d'un nouveau visage, on a besoin d'un nouveau système, on a besoin d'une loi qui ne sera pas à géométrie variable, on a besoin d'une justice, on a besoin d'une égalité. On n'a plus besoin de favoritisme. On comprend ton fort sentiment de justice et ça, je l'entends super bien, hein, je l'entends très très bien. Pour parler d'actualité, on a vu quand même que lors de la diffusion de la liste provisoire des électeurs, outre le fait que le nom du président Laurent Gbagbo, celui du président Charles Blé ou encore celui de Guillaume Soro n'y était pas, on a vu tout de même le nom du président du PDCI, RDA, Tidjane Thiam. Quel est ton commentaire sur cela? Bien, je pense que c'est déjà un premier pas. Ça reste à savoir s'il sera candidat. Je vois certains ministres s'agiter sur la question de la nationalité du président Tidjane Thiam. Je pense que ce débat-là, il est clos aujourd'hui. La loi en Côte d'Ivoire dit, pour être candidat à l'élection, il faut être exclusivement ivoirien. Pour être candidat à l'élection, il ne faut jamais avoir régné la nationalité ivoirienne. Aujourd'hui, le président Tidjane Thiam est ivoirien. Le président Tidjane Thiam a montré à la Côte d'Ivoire qu'il respecte les lois. Il se soumet à ces lois-là. Il renie une nationalité pour la Côte d'Ivoire, parce qu'il aime la Côte d'Ivoire, parce qu'il aime les Ivoiriens. Et donc, je pense que s'agiter, ceux-là qui s'agitent, ces ministres, je l'ai bien vu, hein, M. Adjoumani, etc., qui s'agitent sur la question de la nationalité, j'en viens, oui. De la nationalité, le font pour leur propre intérêt, ou le font peut-être par peur d'avoir en face d'eux un candidat avec une telle notoriété et avec une telle vision. Je ne le sais pas, je vous le demande en réalité. Je pense que ce n'est pas peur, peut-être. Donc, le sujet de la nationalité du président Tidjane Thiam, ce débat-là, il est clos. Aujourd'hui, écarter, donc c'est déjà un premier pas de le mettre sur voilà, la liste électorale provisoire, parce qu'elle est provisoire, cette liste. Il aura certes renoncé à sa nationalité française, mais il est rattrapé par une disposition du Code des nationalités qui dit tout Ivoirien majeur, on va dire, qui prend une autre nationalité autre que celle de la Côte d'Ivoire,
la nationalité ivoirienne perd automatiquement la nationalité ivoirienne. Monsieur Guillaume Vergès, oui. Monsieur Guillaume Vergès, ce que je pense, c'est que si, en août, le président Ouattara n'amnistie pas le président Gbagbo, le président Guillaume Soro, le président Charles Blé Goudé, et que le président Tidiane Thiam est écarté, nous ne préparons pas une élection, nous préparons une crise. C'est exactement ce que je pense. Ces 4 candidats, c'est plus de 50% de l'électorat. Si cela est fait, ce que nous préparons, c'est une crise ou c'est une simple formalité. Mais aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que selon toi, justement, excuse-moi si tu permets, aussi simple que ça, selon toi, pourquoi est-ce que le président Alassane Ouattara ne prendrait pas sur lui aujourd'hui d'amnistier toutes ces personnes qui tombent sous le coup de la loi et ne laisserait pas le président Tidiane Thiam se présenter? Selon toi, pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas ça, si c'était aussi simple que ça? Ben, je pense tout simplement, je ne dis pas que le président Ouattara a peur, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ose pas le dire, mais tout le montre. On a l'impression qu'on veut écarter des figures impactantes. On a l'impression que le pouvoir en place essaie en réalité d'écarter une forte partie de la population. Parce que, je le dis pourquoi? Je le dis parce que si le président Gbagbo, Laurent, le président Tidiane Thiam, le président Charles Blé Goudé et Guillaume Soro sont écartés, ça va entraîner en plus d'une crise un désintérêt pour la politique au niveau de la Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus de fort taux de participation en Côte d'Ivoire. On se rendra compte que rien n'est respecté, qu'il y a un défaut politique. Et donc un président qui est élu sans fort taux de participation n'a pas de légitimité en réalité. Bah, de toutes les façons, le président Alassane Ouattara, il sera à son 3e mandat, enfin le premier mandat de la 3e République. Et c'est justement pour ça que je parle de loi à géométrie variable. Lorsqu'il y a une flexibilité, il était dit, quand il est dit, et en 2016 encore, un président n'a pas le droit d'accéder 3 mandats. Il y a une nouvelle constitution. Il y a une nouvelle constitution, oui, parce qu'en réalité, on a essayé d'être assez léger sur les lois en faveur du président en place. C'est un débat sérieux, c'est un sujet sérieux. Et donc, si on a été assez léger sur le 3e mandat du président Ouattara, on peut également essayer d'être léger sur la candidature et donc essayer d'amnistier ces 3 candidats qui représentent une figure. Ça représente. Ce ne serait pas une légèreté? Non, ce serait une légèreté. Parce que ce serait d'abord une légèreté. On va parler d'abord de légèreté. Parce qu'en réalité, c'est ce qui doit être fait. Mais ce n'est pas léger de prendre de telles dispositions, justement. Le président Gbagbo Laurent a été acquitté au niveau de la CPI. Il a donc été condamné en Côte d'Ivoire par contumace. Il n'était pas présent. Quand quelqu'un est condamné, M. Guillaume Vergès, disons-nous la vérité, évitons la crise à la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara doit éviter de confirmer à ceux-là qui pensent qu'il est acteur de la crise post-électorale qu'il est vraiment acteur. Parce que si le président Ouattara écarte ces 4 figures, nous aurons une crise en Côte d'Ivoire, nous aurons une effusion de sang en Côte d'Ivoire, nous aurons un cauchemar que les Ivoiriens n'ont plus envie de vivre, surtout la jeunesse. On souhaite que cela n'arrive pas, mais selon toi, quel intérêt justement le président Alassane Ouattara aurait à ce qu'il y ait une crise en Côte d'Ivoire? Quel intérêt il aurait pour un pays qu'il a bâti quand même pendant 15 ans, quel intérêt il aurait à ce qu'il y ait une crise? Le président Gbagbo Laurent a permis qu'il soit candidat, malgré le doute qu'il y avait sur sa nationalité et la polémique continue. Il a fait pourquoi? Pour que nous soyons un pays en paix, pour que nous soyons en harmonie. J'invite le président Ouattara à faire preuve de bonne foi, à se souvenir de la main qui lui a été tendue par le président Gbagbo. C'est ce que je dis. Parce que s'il ne le fait pas, il prépare la Côte d'Ivoire à une crise. Et l'intérêt qu'il a à préparer la Côte d'Ivoire à une crise, je pense qu'il faut le lui demander directement. Parce que s'il ne le fait pas, s'il ne prend pas une loi d'amnistie, on aura une crise, forcément. Et selon toi, cette crise pourrait déboucher sur quoi, malheureusement? Mais malheureusement, vous savez, en 2011, en 2010-2011, j'ai été en Côte d'Ivoire. J'ai vécu la crise. J'ai vu des maisons brûlées.
J'ai vu des humains calcinés. On a respecté en ce temps une loi de la Constitution en griffe abidjanaise qui est l'article 125. J'ai vu des personnes brûlées. J'ai vu des obus tomber sur des maisons. J'ai vu des jeunes orphelins. J'ai vu des parents abandonner leurs enfants définitivement. Mais outre ces souvenirs douloureux que tu es en train de rappeler à la conscience collective, si tu permets justement, sur ce plateau, tu as dit que tu souhaiterais, du moment où le président Laurent Gbagbo et le président Charles Bégoudé ont été à la CPI, que le président Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara se retrouvent devant la CPI. Et lorsqu'on sait justement qu'en Afrique, lorsqu'on perd le pouvoir, on se retrouve justement devant ces juridictions, est-ce que tu ne penses pas quelque part que le président Ouattara, pour ces griefs-là qui sont contre lui, par crainte de se retrouver devant la CPI, ne puisse pas aussi abandonner facilement le pouvoir? Tu penses pas? Mais c'est véritablement répondre à la question que vous aviez posée vous-même. Et c'est très bien. Là, on avance, on fait un très grand pas, parce qu'en réalité, c'est la suite. Oui, mais vous avez répondu à la question que vous avez posée. Pourquoi est-ce que le président Ouattara n'essaie pas d'empêcher très rapidement une crise en Côte d'Ivoire? Quel est l'intérêt qu'il aura, le président Ouattara, à ce qu'il y ait une crise en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce que... En réalité, si le président Ouattara perd le pouvoir, et c'est ce qui risque d'arriver, et c'est pour ça qu'il y a tout ce scénario qui est orchestré, parce que si ces quatre figures emblématiques, bien que je sois pour un nouveau visage jeune en Côte d'Ivoire, si ces quatre figures emblématiques qui représentent plus de 50% de l'électorat se présentent contre le président Ouattara, il va perdre. Et pour éviter de perdre, on ne veut pas être reconnaissant. C'est la vérité. Ça blesse, ça dérange. Mais il faut la dire, tout simplement. Et donc, se retrouver face à la CPI est une chose qui fait peur au président Ouattara. Ça fait peur au président Ouattara. Et tu penses que c'est pour tout ça qu'il s'arrangerait à toujours rester au pouvoir, ça, selon toi? Tu dis. Non, je te pose la question. Je te pose la question. Moi, je dis, c'est que le président Ouattara n'a pas intérêt à faire en sorte qu'il y ait une autre crise en Côte d'Ivoire. Parce que si cela est fait, cela confirmera aux yeux du monde qu'il est responsable de la crise post-électorale qu'a vécu la Côte d'Ivoire en 2011. C'est ce que moi je dis. Parfait. Lorsqu'on voit tes prises de parole, forcément, lorsqu'on voit tes opinions, elles ont une teinture très, très politique. La coloration, elle est là. Et c'est clair qu'avec toi, justement, c'est ce pourquoi on a souhaité parler de l'actualité politique avec toi, parce que tes prises de parole dans le champ sémantique politique, ces prises de parole sont très, 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 très tranchées. Est-ce à dire qu'un jour, on te verrait dans le domaine politique, dans l'espace politique? Je pense que cette question, on doit plutôt se positionner sur mon engagement. Je suis président d'un mouvement citoyen et depuis plusieurs années, nous avons multiplié des actions en Côte d'Ivoire. Nous avons éveillé la conscience de la jeunesse ivoirienne. Nous avons essayé tant bien que mal de sortir la jeunesse ivoirienne de l'endormissement de conscience en masse. Nous avons multiplié des actions dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Nous sommes plus de 7000 membres dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et donc, poser une question à savoir si je suis intéressé par la politique ou si je souhaite entrer en politique n'est pas une bonne question. Je suis déjà en politique. Je suis déjà en politique. Je reçois des messages de jeunes, des appels, des jeunes qui me disent « Président, Monsieur Lansing, je veux que tu sois notre voix, tu es notre voix, etc. » Nous sommes déjà en politique. Et si ces jeunes-là veulent me confier une certaine responsabilité, je suis prêt à assumer cette responsabilité. Je veux dire qu'il est, à un moment donné, nécessaire que nous sortions des discours pour passer à l'action. Il est nécessaire que nous prenions des décisions, que la jeunesse prenne des décisions. Et ces décisions-là se prennent au Parlement. Et donc je suis prêt, je le dis, à être au Parlement, représenter la jeunesse ivoirienne. Et comme je le dis, ce n'est véritablement pas un combat singulier. Cela ne dépend pas de moi, cela dépend de ces jeunes en Côte d'Ivoire qui veulent voir la situation changer. C'est eux, c'est ensemble que nous sommes plus forts, c'est ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion, que nous réussirons à transformer la Côte d'Ivoire, à construire une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son destin. Et pour ce faire, il faut que ces jeunes-là soient représentés. Et franchement, aujourd'hui, je pense que nous sommes déjà sur la scène politique. Le mot est lâché en tout cas. Tu es sur la scène politique et quelle sera ta marche justement par rapport à cette orientation politique? Ma marche, c'est représenter la jeunesse tout simplement au niveau du Parlement. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne a besoin de se lever, de récupérer le flambeau et de prendre son destin en main. Qui mieux que la jeunesse
peut défendre des problèmes de la jeunesse. Donc, qu'une des mots, tu l'as dit tout à l'heure, il faut passer aux actions concrètes. Les actions, tu en as mené déjà sous la bannière de ton mouvement citoyen Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle. Et là, dans ta marche politique, on va dire ça comme ça, c'est clair que là, tu te prédestines, comme tu l'as dit, au perchoir, à l'Assemblée nationale, et certainement être candidat aux prochaines législatives en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as commencé à mener des actions dans ce sens? Est-ce que, par exemple, on te verrait peut-être candidater, certainement, parce qu'on va en parler tout à l'heure, peut-être à Korogo, au sud, à l'est, à l'ouest de la Côte d'Ivoire? Dans quelle ville, et quelles sont les actions concrètement par rapport à ce domaine politique-là que tu as pris? Comme je l'ai dit, chercher à savoir si je souhaite faire de la politique, c'est une question qui n'a véritablement pas de sens parce que on est. Mais c'était bien que tu le dises ouvertement, parce que là, tu es en tant que président de mouvement citoyen. J'ai été contacté une fois par M. Lassina Ouattara. Qui Lassina Ouattara? Ok. Du gouvernement en place. J'ai été, moi, l'ancien Gon Coulibaly, à la rencontre de l'ASPR pour une élection qu'il y avait au nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo. La plupart des jeunes m'ont vu aux côtés de l'ASPR en Côte d'Ivoire. Parce que je représente une institution, donc un mouvement citoyen. Du coup, nous avons déjà été en politique. Nous sommes déjà en politique. Représenter la jeunesse ivoirienne, je le ferai si la jeunesse le veut. Parce que nous parlons de démocratie, nous parlons de jeunesse ivoirienne. Parle-nous de... Lorsque tu dis que tu as été avec l'ASPR, voilà. C'est moi qui en ai parlé. Ok. Donc j'en viens. Bah moi j'ai envie de creuser en tout cas. Mais justement, j'ai été avec M. l'ASPR. Lorsque l'ASPR t'approche justement, quelles sont les missions qui te sont assignées? L'ASPR ne m'approche pas moi. Il approche une institution, il approche un mouvement citoyen dont je suis le président. Et lorsque je le rencontre, l'idée est de mettre en place un plan d'action qui pourrait faire accroître le taux de participation aux élections. J'accepte, tout simplement, parce qu'à la fin de la journée, le plus important, c'est que mon message, donc celui-là d'éveiller la conscience de la jeunesse ivoirienne, de travailler pour le développement de la Côte d'Ivoire, puisse être accompli, tout simplement. Je mets en place un plan d'action. Et c'est véritablement important de se concentrer sur le chapitre du député l'ASPR. Je mets en place un plan d'action. Je commence des actions à Korogo. Les jeunes de Korogo m'ont vu. Des jeunes membres du mouvement citoyen au niveau de Korogo m'ont vu lorsque j'ai commencé à faire des actions. Mais j'ai proposé un projet agricole. Un projet qui pourrait créer, donc donner suite à l'autonomisation de la femme et de l'enfant, permettre à la mairie de Korogo de financer des femmes au niveau de l'agriculture, parce que le nord de la Côte d'Ivoire, on parle d'agriculture, et encore de générer de l'argent qui pourrait également financer d'autres personnes. Monsieur l'ASPR m'a fait comprendre que pour l'heure, il faut maximiser des actions à impact rapide, des concerts, etc. Je me suis donc retiré, tout simplement. À un moment donné, les gens ont vu que je n'étais plus présent au niveau de Korogo. Parce que nous ne sommes pas dans la distraction. Nous avons été longtemps endormis. Des concerts, c'est bien, mais pas lors d'une élection. Il est temps que la jeunesse ivoirienne sorte de l'endormissement de conscience. Et quand je dis endormissement de conscience, je parle de distribution de billets de banque. Je parle de distribution de boîtes de sardines. Il est temps qu'on se batte pour des idées. Ce qu'on veut, c'est améliorer les conditions de vie des populations. Et quand un leader ne pousse pas cette vision, qui est la vision de l'ancien Gon Coulibaly, qui est la vision du mouvement citoyen, je me retire tout simplement. Donc, selon toi, lorsque tu prends le cas de l'ASPR, est-ce à dire, comme tu l'as dit sur notre plateau, c'était une manière, quelque part, comme tu as dit, distraire un peuple, c'est la sujetir quelque part. C'est endormir aujourd'hui, exactement la conscience de cette jeunesse, de ce peuple. Pour toi, aujourd'hui, on va dire, lorsqu'on se base sur le cas de l'ASPR, selon toi, les leaders politiques aujourd'hui sont plus à distraire les jeunes qu'à leur créer des projets innovants, c'est ça? Lorsqu'on parle d'un système kakistocratique, comme je l'ai dit, en Côte d'Ivoire, raison pour laquelle j'ai eu certains problèmes, on parle d'un système qui est mis en place pour créer un abrutissement général. Et on récompense le meilleur des médiocres, tout simplement. Lorsque tu proposes un plan d'action, une solution au problème qui va solutionner le chômage, qui va rendre la femme indépendante, qui va rendre ces enfants-là ambitieux, se lancer dans l'agriculture, et que par derrière, on te dit non. On préfère des concerts, on préfère la distraction. Et par la suite, j'ai vu plein de concerts. J'ai vu plein de concerts. Je n'étais pas déçu de moi de m'être retiré. Je pouvais avoir plusieurs parts de gâteau dans ce sens, rester dans l'abrutissement et dans l'endormissement de conscience. Je me suis retiré parce qu'en réalité, nous ne voulons plus être distraits, nous ne voulons plus être endormis. Il y a des milliers de jeunes en Côte d'Ivoire qui ont des projets sérieux.
Il y a des milliers, il y a des centaines même de candidats qui ont des valeurs. Nous sommes maintenant à la course aux idées. Nous sommes maintenant une jeunesse prête à soutenir un candidat pour ses idées, pas pour nous laisser encore abrutir, pour nous laisser encore endormir. Et j'espère que la jeunesse ivoirienne entendra ce message, parce que nous ne sommes pas loin des élections. Nous devons sortir de la distraction. Et c'est ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, des plateaux télé. Mais on est tous... J'ai un master en commerce international. Je sais ce que c'est que le marketing, la publicité. Lorsqu'on met certaines figures de distraction à la télévision, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à ce que ces jeunes-là, qui sont impactés par la télévision, parce que nos jeunes, parfois, au lieu de lire, se regardent la télé. Impactés par la télévision, prennent ces acteurs d'endormissement, d'aboutissement et donc de pérennisation de kakistocratie pour modèle. Et donc on crée un peuple manipulé, on crée un peuple manipulable, endormi, qui ne peut pas se rebeller. C'est pour ça que ça dérange quand un jeune prend la parole et qu'on remarque qu'il est éveillé. Je prends le cas d'un autre jeune, je ne peux ne même pas mentionner son nom, qui avait une entreprise, mais pour des ambitions politiques légitimes. La politique est pour tout le monde. La plupart de ces ministres que vous voyez, c'est des ministres qui ont commencé tout jeunes et qui malheureusement, après aujourd'hui, comme le cas ce dont on parle aujourd'hui, ils sont rentrés dans la distraction, etc., ont été plus ou moins pervertis. Mais ce jeune-là avait une vision légitime, une transformation, il avait de belles idées. Après avoir déposé sa candidature, il a été diabolisé, il a été placardé sur les réseaux parce qu'on sait que la télévision aujourd'hui a un impact puissant. Donc la diffusion de messages, etc., même un mensonge répété plusieurs fois devient une vérité. Donc ce jeune-là, aujourd'hui, a été placardé comme étant un imposteur, comme étant un arnaqueur, comme étant un voleur parce qu'il a osé tenir tête à certaines institutions de l'État. Et c'est dommage. Et c'est pour ça que je suis prêt à assumer la responsabilité que la jeunesse veut bien me confier. Et ce n'est pas singulièrement, c'est ensemble qu'on va le faire. En tout cas, la marche sera longue. Déjà, lorsque tu as fait la sortie sur actupeople.net, tu as été très relayé en masse. On a vu qu'on a pointé du doigt, en tout cas, ta filiation. L'ancienne Bon Coulibaly, après on voit des sorties. Et tu as aussi fait une réponse, en tout cas à cette sortie, qui émanait certainement d'un des membres de la famille Bon. Les coups de ce genre, forcément, tu en recevras dans ta marche. Mais qu'est-ce que ça t'a fait de voir que quelque part, on voulait mettre à mal, on va dire, ta filiation en tant que descendant de la grande famille Péléforo? Il y a un président qui a dit que c'est à l'approche du combat que le samouraï acquiert la sérénité. C'est à l'approche du combat que le samouraï acquiert la sérénité. Je ne suis pas inquiet. Pour l'avenir d'une génération, nous sommes prêts à faire des sacrifices. La mort n'est pas un obstacle. Alors, je préfère ne pas m'attarder sur ces discours de personnes frustrées. Parce que dire par exemple que l'ancien Gon Coulibaly n'est pas de la famille Gon Coulibaly, il est de la famille Zouakagnon, sachant que Zouakagnon est le père de Péléforo Gon Coulibaly, c'est un discours qui est sans sens. J'ai répondu parce que la personne essayait de me délégitimer. Mais lui-même, cette personne, quel est son impact aujourd'hui? Quel est son impact? Je pense qu'au lieu de faire du suivisme, on devrait se concentrer sur les réalités, sur les problèmes. Au lieu de cartographier ma lignée, mon arbre généalogique, on devrait penser aux solutions qu'on pourrait apporter à la Côte d'Ivoire, à sa jeunesse. On devrait penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas rentrer dans ces débats stériles. Ce que je dis, c'est qu'il faut un nouveau visage pour la Côte d'Ivoire. Il faut une nouvelle génération de leaders. Et je vois des jeunes leaders engagés qui sont prêts à récupérer le flambeau. Et ce combat, il a commencé aujourd'hui et il ne s'arrêtera plus. On ne sera plus distrait, on ne sera plus endormi. En tout cas, on sent que tu es très engagé. Justement, pour parler d'engagement, moi j'ai vu hier la sortie du porte-parole du RHDP, M. Adjumani, qui disait justement il faut que l'opposition emmène un peu toutes les erreurs qui sont contenues sur les listes électorales. Voilà. Quelque part, aujourd'hui, on voit que le RHDP embouche un peu la trompette de la CI, comme si les deux faisaient un peu une même paire.
Quel commentaire toi Mais tu as fait lorsqu'on parle de loi géométrique variable, c'est de ça qu'il s'agit. On montre très clairement, le ministre Adjoumani montre très clairement que le RHDP est en phase avec la CEI. Et c'est ce qui est dommage. La CEI qui est censée organiser des élections de façon neutre, impartiale, hein. Ouais. Exactement, indépendante dans les textes. En réalité, mais on voit qu'elle n'est pas indépendante. On le voit, c'est flagrant. Alors, je pense que la solution se trouve entre les mains du président Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, la CEI est en majorité RHDP. On le voit. La solution est entre les mains du président Ouattara. Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous devez éviter à la Côte d'Ivoire une nouvelle crise. Une nouvelle crise qui nous rappellera toutes les souffrances que nous avons vécues. Je suis un jeune Ivoirien, un jeune qui a vécu la guerre. Je suis l'ancien Gon Coulibaly. Et je vous le dis, Monsieur le Président, montrez-nous l'exemple. Montrez à cette jeunesse qui croit en un avenir, un héritage de noblesse, à cette jeunesse qui croit en l'avenir de la Côte d'Ivoire, la marche à suivre. Ne confirmez pas que vous êtes acteur de la crise précédente. Évitez cette crise. Faites preuve de sagesse et de reconnaissance. Montrez-nous, Monsieur le Président, votre bienveillance. Si tu permets, est-ce qu'on ne ferait pas aujourd'hui, est-ce que ne sommes-nous pas en train de faire un faux procès au président Alassane Ouattara, d'autant plus qu'en mars 2019, tout de même, il avait décidé de se retirer. Et malheureusement, il y a eu le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il n'aura pas fait preuve de bonne foi en son temps? Et est-ce que cette preuve de bonne foi, parce qu'il y a la convention du RHDP qui a annoncé au mois de mai, aujourd'hui tout le monde s'évertue à le présenter comme le candidat. Est-ce qu'en mai 2025, là, il ne dira pas aux Ivoiriens, non, il ne sera plus candidat, et que la convention du RHDP pourrait, qu'on appelle ça, on va dire, investir un autre candidat, d'autant plus qu'il l'a fait en 2019. Bien, s'il le fait, ce serait pas mal. Mais vous savez, la jeunesse ivoirienne aujourd'hui est éclairée. Nous sommes en train de sortir de l'endormissement. Nous ne sommes plus, on va dire, manipulables. Nous savons le jeu politique. Parlons de la mort de Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre qui a servi avec loyauté. Quand on sait qu'un candidat est malade, quand on sait que le coup de pression peut créer des problèmes, on ne le présente pas comme candidat. Je préfère ne pas m'étendre sur ce sujet-là, mais parce que c'est un sujet qui touche directement à ma famille, une famille que j'aime, une famille que je respecte. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des sorties, mais... J'ai vu une once de tristesse dans ton visage. Oui, il y a de la tristesse parce que c'est perdre un membre de la famille et ça fait mal, mais... Je ne dis pas que le président Ouattara est responsable de sa mort. Je ne dis pas que le président Ouattara a fait exprès de mettre en place un candidat à la santé fragile pour récupérer le flambeau par derrière. Je dis juste que j'ai mal d'avoir perdu un être cher et que le combat n'est pas terminé. C'est ce que je dis. Tout simplement. Vu que tu parles de ta famille, lorsqu'on voit que dans cette famille... Désolé, hein, désolé de t'arracher cette émotion. C'est vrai que tu étais dans ta lancée parce qu'on voit aujourd'hui, tu l'as dit, tu investis le terrain politique. C'est ça aussi. La politique aussi, c'est ça. Ces émotions qui se mêlent de part et d'autre, justement. Moi, je m'intéressais à ta famille. Lorsqu'on voit que dans cette famille, vous avez cette pluralité en termes d'expression, en termes de couleur politique. Et quelque part, toi, aujourd'hui, tu s'engages quand on voit un peu tes prises de position. Est-ce que cela n'a pas fait jaser dans ta famille biologique? Bien, j'ai été contacté par plusieurs personnes. J'ai été même, il y a une personne qui a essayé de me délégitimer, etc. Après, lui et moi, on s'est entretenu. Bon, je pense que réellement, j'aimerais pas m'attarder sur ma famille. En vrai de vrai, parce que la famille a sa vision, l'ancien Gon Coulibaly a sa vision. Je ne suis pas obligé de faire du suivi. Je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas à la tête de la troupe. Pas du tout. J'ai ma direction. Je suis autant un membre de la famille Gon Coulibaly, comme on a essayé de me dédire, qu'un jeune Ivoirien donc, qui a on va dire des amis, Koudou, on va dire Kwame, Kofi. Et là, en fait, on est en train de vivre le tribalisme. Parce qu'on s'est dit comment... Mais, je préfère. C'est sur quoi j'allais te relancer sur ma famille, parce que je respecte ma famille, j'aime ma famille, mais j'ai ma voix, j'ai ma direction. Et cette direction-là, je la suivrai coûte que coûte, tout simplement. La mort n'est pas un frein à la souveraineté d'une génération.
c'est le destin commun de toutes les façons. C'est clair que j'allais te relancer là-dessus. S'il y a deux thèmes forts qui sont ressortis lors de ton interview que tu nous as accordé récemment, justement, il y avait ce tribalisme qui était dénoncé. Là-dessus, si tu dois t'exprimer à nouveau. Et le second thème, c'était celui de la drogue, où tu disais justement, en tant que jeune, la drogue, tu l'as découverte, en tout cas avec le pouvoir en place. Si tu dois revenir sur ces deux thèmes forts qui ont été mis en exergue un peu sur les réseaux sociaux, un peu partout, sur toutes les plateformes, qu'est-ce que tu dirais? Je sais que mes propos ont été déformés. Ça, je le sais. J'assume tout ce que j'ai dit. Si c'est à redire, j'allais redire. En ce qui concerne le tribalisme, c'est la vérité. Nous sommes divisés. Il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir, il y a eu des prises de position. Et ça, je l'ai déjà dit. Et aujourd'hui, quand Lansana Gong Coulibaly prend la parole, on voit que des jeunes qui sont au niveau qui aiment le RHDP, qui parfois, ces jeunes-là, sont eux-mêmes victimes de tous les fléaux qui nous gangrènent, prennent un certain parti. Il faudrait qu'on puisse s'unir, que la Côte d'Ivoire, que la jeunesse. Mais c'est la pluralité des opinions. Oui, c'est la pluralité des opinions, mais voilà, quand on voit par exemple ces expressions, les gores. Les gores. Ah, le fait qu'on t'ait taxé de gore, ça t'a frustré, ça t'a vexé quelque part? Aucune frustration. Je n'ai pas été vexé. J'ai juste vu que ce que je dis est vrai. Il faut un nouveau visage à la Côte d'Ivoire qui nous fera oublier toutes les frustrations qui ont été faites de part et d'autre, tout simplement. C'est ce que j'ai ressenti, aucune frustration. Je suis mon chemin, tout simplement. En ce qui concerne la drogue, c'est réellement une vérité. Quand je dis que j'ai connu la drogue, je ne dis pas que j'ai pris la drogue. Je dis que j'ai vu des destins brisés lorsque le président, dans ce pouvoir du président Ouattara. Je dis que j'ai vu des destins brisés dans ce pouvoir. Peut-être qu'il y a eu des problèmes de drogue dans d'autres gouvernements, mais je n'étais pas assez, je vais dire, je ne voyais pas cela comme je le vois aujourd'hui. Tous les quartiers de Côte d'Ivoire sont des foyers de drogue. Le Koweït, le Pougon Koweït par exemple, dont on en parle rarement, parce qu'on présente le plateau. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, il y a la ségrégation. Et c'est important, les riches d'un côté et les pauvres d'un autre côté. C'est un foyer, Yopougon Koweït, un foyer de drogue. Que font nos autorités face à cela aujourd'hui? Certains Ivoiriens seraient délaissés pour compte, selon toi? Oui, mais en plus de cela, je vis en Côte d'Ivoire. Je connais les réalités. Certaines autorités, par exemple, viennent prendre, on l'appelle, il y a une expression pour cela, viennent prendre une rançon, une ration, un truc dans le genre, dans des fumoirs. On laisse certains fumoirs dans des quartiers parce qu'on veut que la jeunesse soit endormie. Un jeune qui se drogue est forcément fatigué, est forcément endormi. Dans ce pouvoir, j'ai vu de la drogue. À l'université, j'ai vu des jeunes accros à la cocaïne. Cocaïne qui est rentrée en Côte d'Ivoire par qui? Qui fait rentrer la cocaïne en Côte d'Ivoire? Qui fait rentrer la drogue en Côte d'Ivoire? À la maison d'arrêt de correction, par exemple aujourd'hui. Lorsque nous y sommes allés pour faire des dons. C'est un foyer de drogue également. Qui fait rentrer la drogue en prison. Pourquoi les gens se taisent sur la vérité? C'est ce qui me fait mal. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais si on ne la dit pas, à quel moment les choses changent? Il faut qu'on puisse ouvrir les yeux sur les réalités, sur les réels problèmes que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour trouver des solutions à ces problèmes et sortir de là, tout simplement. Et pour toi, la solution la plus radicale, c'est que... La solution la plus radicale, c'est un nouveau visage. C'est ça. Un visage jeune. Non, ça tu l'as dit maintes fois et on l'entend. On va vers la fin de cette interview. C'est clair que là, encore une fois de plus, en décryptant cette actualité brûlante où les élections présidentielles pointent dans 7 mois, on voit que tu décris, on va dire, un climat un peu délétère et malheureusement, c'est le ressenti dans la classe politique ivoirienne. On voit les dernières sorties du PDCI-RDA qui, en tout cas, interpellent les gouvernants pour dire vraiment, il faut que les choses changent pour qu'on ait un esprit apaisé. Bref, face à tout ce tableau, et tu nous as reçus encore une fois de plus, je voudrais encore te dire merci parce qu'il est important, et là tu l'as dit aujourd'hui, ta nouvelle marche, c'est clair que tu es dans le chantier politique, c'est clair. Là tu sors du mouvement citoyen quelque part, on verra ton mouvement citoyen se mieux d'aimer en parti politique et aller être, tu l'as dit ouvertement, hein, demain être législateur
aller donc promulguer des lois pour l'avenir des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens. Bref, l'un dans l'autre, par rapport à tous ces sujets, si tu as un mot fort à faire passer, ce serait lequel? Déjà, le premier mot que j'aimerais faire passer, c'est que si en 2020, à 3 mois des élections, on a pu réviser la liste électorale, en 2025, là où nous sommes encore très loin de ces 3 mois fatidiques de la liste électorale, on peut modifier la Constitution. On peut modifier la liste électorale, j'allais dire. Si le président Ouattara veut éviter la crise en Côte d'Ivoire, il ferait mieux de montrer ce qu'est la vraie démocratie. Il ferait mieux d'amnistier tout simplement le candidat Laurent Gbagbo, parce qu'il représente à l'ouest de la Côte d'Ivoire un visage fort, mais aussi dans toute la Côte d'Ivoire. Le président Charles Blé Goudé, parce qu'il est un leader estudiantin. Il représente le COGEP. Le président Guillaume Soro, parce qu'au nord de la Côte d'Ivoire, il a du soutien. Parce qu'il est président du GPS. Et également fait en sorte de demander à ses ministres d'arrêter de s'agiter sur la question de la nationalité du président Tidjane Thiam. Parce que le président Tidjane Thiam est un nouveau venu dans la politique ivoirienne, une figure moderne. Il ne faudrait pas qu'on nous montre que tout cela est orchestré pour éviter une confrontation qu'on sait déjà perdue d'avance pour le RHDP. C'est bien dommage, c'est la vérité. Je ne suis pas là pour faire campagne, je dis la vérité. Il faudrait qu'on nous montre que nous sommes dans une vraie démocratie, nous sommes dans une vraie justice. Il faudrait que la CEI arrête d'appliquer une loi à géométrie variable. Cette loi à géométrie variable fera en sorte que la jeunesse ivoirienne, emmènera la jeunesse ivoirienne à perdre confiance aux institutions de l'État. Et un message pour la jeunesse ivoirienne. Vous devez participer aux élections. Vous devez participer, voter, vérifier si votre nom figure véritablement sur la liste électorale. Vous devez prendre part à ce changement. Vous devez récupérer le flambeau qui nous est donné, que nous devons arracher d'ailleurs. Mais n'oubliez surtout pas une chose très importante. Lorsque on veut venir au pouvoir, on incite la jeunesse qu'on a avant tout essayé d'endormir, essayé d'abrutir. On invite la jeunesse à prendre les rues, à se battre. Mais leurs enfants ne sont pas sur le champ de bataille. Leurs enfants ne meurent pas. Comme nos parents sont morts, comme vos parents sont morts. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle vision. Construire une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement, une jeunesse qui récupère le flambeau. La marche est lancée, le mot d'ordre est lancé. En avant tous pour une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement. Si tu permets, en une petite prolongation justement, lorsqu'on voit les conditions d'accessibilité du président Alassane Ouattara au pouvoir, est-ce que sa gestion pendant ces 15 années devrait étonner quelque part? Monsieur Guillaume Vergès, aujourd'hui, j'ai le cœur qui saigne quand je vois la Côte d'Ivoire et la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Quand je vois des milliers de jeunes qui peinent à avoir un emploi et un ministre Mamadou Touré qui nous sort par exemple à quelques mois, à quelques heures des élections, une fois de la jeunesse. Quand je vois nos mères dans des hôpitaux qui ont du mal à accoucher parce qu'elles n'ont pas de moyens. Quand je vois cette ségrégation, quand je vois le tribalisme en Côte d'Ivoire ravager nos jeunes frères, quand je vois les lois qui ne sont pas respectées, quand je vois le système éducatif qui est biaisé, quand je vois ces jeunes quitter la Côte d'Ivoire, aller en Europe, chercher une solution, parce que dans leur pays, il n'y a pas de solution. On nous a menti sur un thème solution. Il n'y a pas de solution. Mais ma problématique elle reste. Nous nous battons comme nous pouvons, avec nos maigres moyens, pour nous en sortir. Mais quand on nous étouffe, quand un système nous étouffe, il faut dénoncer ce système. Oui, mais ma problématique, elle va s'adresser aussi à tous ceux qui vont peut-être... Ça serait une belle problématique. Est-ce que lorsqu'on voit les conditions
d'accessibilité du président Alassane Ouattara au pouvoir, est-ce qu'on devrait s'étonner de ces 15 ans de gestion? Est-ce qu'on devrait s'en étonner? Je pense Peut-être que je te fais un rappel, parce que le président Alassane Ouattara a certes de pouvoir lorsqu'on bombarde la résidence du président sortant, lorsqu'on n'accepte pas de récompter les voix, lorsque ce sont les institutions internationales qui nous dictent, lorsqu'on voit que Paul Yaoundé, qui est le président du Conseil constitutionnel, a déclaré un candidat et qu'après, on voit des proclamations de résultats avec Youssouf Bakayoko dans le QG de l'opposition qui proclame un autre candidat et qu'on va rechercher Paul Yaoundé pour venir faire. Bref, lorsqu'on a foulé au pied la loi fondamentale, la Constitution dès le départ et qu'il y a eu toutes ces crises, donc tous ces bombardements, est-ce qu'on devrait s'étonner de ce qui s'est passé? Je pose cette problématique, je voudrais que quelqu'un y cogite, hein, parce que moi j'ai l'impression... Aujourd'hui, le plus important, c'est qu'on ne se bat pas seul. Le président de la République, M. Alassane Ouattara, doit se présenter à la Cour pénale internationale. Peut-être que c'est pour cela qu'on essaie d'éviter une confrontation directe. Et cette Cour pénale internationale nous donnera une réponse claire qui est acteur de la crise post-électorale. Ça, c'est un premier point sur lequel il faut méditer. Il faut que nous méditons. Et est-ce que je suis étonné de la gestion du pays? Pas du tout. Parfois, quand on prend un pays par la force, on perd par la force. Merci Guillaume Vergès. Chacun va cogiter à cette conclusion que tu as faite. On prie en tout cas et on espère que la Côte d'Ivoire va échapper à ce destin tragique quelque part parce qu'on a envie de la paix, on veut vivre en paix. On espère que la raison va donc habiter tous les acteurs politiques, y compris le président de la République. Et moi, je me dis peut-être au mois de mai, en tout cas, il va apprendre à contre-pied tous ceux qui lui prédestinent de ce qu'il va se présenter. Moi, c'est le petit pari que je prends. Je sais qu'il a fait en mars 2019. En mai 2025, il en donnera la démonstration. Il faut sortir des mascarades. De ce qu'il reste un démocrate. Il faut sortir des mascarades. Et que quelque part... les médias ne réussiront pas à nous endormir, Guillaume Vergès. Je l'entends. Parce que ce discours est une mascarade. Ça va faire la troisième interview que tu nous accordes. Ce discours est une mascarade, il faut sortir des mascarades. Quel discours? Quand on dit que le président n'a pas voulu se présenter, mais arrêtez, on connaît le jeu politique aujourd'hui. La politique est un jeu. Mais il a annoncé devant le Congrès quand même, devant le Sénat et l'Assemblée nationale, bref. Je me trouverai un jour dans le Parlement pour dire la vérité à nos dirigeants, au nom de la jeunesse ivoirienne. Et ça, je vous le dis, écrivez-le, gardez-le. C'est ce qu'on te souhaite. En tout cas, tu as l'allure pour, tu as le charisme pour, tu as le verbe pour, tu as tes ambitions, tes opinions pour. Et c'est clair que si tu arrives à convaincre un certain nombre d'électeurs en ta faveur, c'est clair que tu te retrouveras à l'hémicycle. C'est ce qu'on te souhaite. En tout cas, je pense que la jeunesse ivoirienne a compris. C'est ce que je pense. Et celle-ci sera certainement de ton côté. C'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Pas moi. Je suis pour la démocratie et pour le libre choix. Merci, l'ancien Bon Koulibaly. En tout cas, ça fait la troisième interview que tu nous accordes. Moi, j'ai été voir la première interview que tu nous as accordée en 2022. J'ai été bluffé parce que tu es resté constant dans tes propos. C'est vrai que lors de la seconde interview, tu es monté en puissance. Là, la troisième interview, tu as ôté le masque, tu es dans le champ politique. Il faut t'attendre justement, excusez-moi du terme, il faut t'attendre à des combats épiques parce que tes adversaires ne te feront pas de cadeaux, c'est clair. Et vu que tu es de la tranche quand même, tu es du sang de Péléforo, de Zouakayan, tu es un guerrier. Et on espère qu'en tout cas, tu t'en sortiras victorieux. C'est à l'approche du combat que le samouraï acquiert la sérénité. Le sacrifice pour une génération nous épargne de tout ce qu'il y a comme peur. Nous n'avons pas peur. La jeunesse ivoirienne est réveillée. Nous allons travailler pour la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle et la mort n'est pas un frein. Quels que soient les obstacles qui se mettront sur notre chemin, je suis croyant, je crois en Dieu. Et garde-le en tête, Guillaume Vergès. Je ne changerai pas ma direction. C'est à toi que je confie le livre, il paraît quand finalement? Parce qu'il y a beaucoup qui ont réclamé. Hein. Il y a beaucoup de personnes. Certaines personnes le disent, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Je rentrerai en Côte d'Ivoire la semaine prochaine. Ok. On verra si nous avons réussi à régler ce problème de loi fondamentale sur la liberté d'expression. L'œuvre paraîtra au bon moment et elle sera commercialisée partout en Europe. Je ferai en sorte que là-bas en France, on puisse recevoir l'œuvre et également en Côte d'Ivoire. Merci Guillaume Vergès. En tout cas, quand l'œuvre va paraître, forcément, les plateaux d'Actu People sont ouverts. Tu viendras faire la promotion. En tout cas, merci encore. Merci d'avoir accepté spontanément de nous accorder cette interview.
Et j'avoue, je voudrais dire merci à ces millions d'internautes qui ont relayé cette interview. Encore, l'ancien Bon Koulibaly a accepté, je dirais à votre demande, parce que c'est parce que vous avez accordé du succès à cette seconde interview qu'il nous a accordée, que là, il a accepté aussi de s'adresser à nous lorsque nous lui avons fait appel pour pouvoir décrypter l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Pour nous qui sommes en Europe, il est toujours important d'avoir en tout cas des sources comme ça dont on peut s'approuver pour quand même équilibrer un peu, on va dire, le débat politique. Nous, on a été très très heureux. C'est toujours un plaisir pour moi de conduire ces interviews sur actupeople.net. Merci pour vos critiques, merci pour la force. Et voilà, merci à l'équipe de Chic Image avec Oni, Didi Stone, voilà, qui sont toujours avec nous et qui essaient en tout cas de capter ces belles images. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. C'était Guillaume Vergès pour le compte d'actupeople.net. On se donne rendez-vous pour une autre interview encore plus démentielle. À très bientôt. Merci.